Depuis la mort d'Alan Bean, dernier survivant de la mission d'Apollo 12, plein de témoignages ont été partagés sur cet astronaute artiste. Voici celui du docteur Phil Metzger, scientifique travaillant pour la NASA. Apollo 12 est unique parmi toutes les autres missions Apollo pour la simple et bonne raison qu'ils ont aluni près du terminateur de la Lune, qui est la ligne qui sépare le jour et la nuit sur la surface. Ils ont aluni là où le Soleil était à seulement 5 degrés au-dessus de l'horizon, de sorte que l'heure locale était à peine après le lever du Soleil. Mais ça a eu un effet énorme sur les opérations d'alunissage. Vous voyez, Apollo 12 a soufflé plus de poussière avec son moteur de descente que les 5 autres alunissage, au point qu'il ne pouvait pas voir le sol sous toute cette poussière. Pete Conrad dira plus tard qu'il ne pouvait pas dire s'il y avait un rocher ou un cratère dans un mauvais endroit en dessous d'eux, alors il a juste pris le risque et il a aluni à l'aveugle. Il y avait un risque réel de mort, mais il n'était pas venu si près du but juste pour annuler et repartir. Il n'a jamais été expliqué pourquoi Apollo 12 a soufflé autant de poussière par rapport aux autres missions, mais j'ai émis l'hypothèse que ce n'était pas vraiment le cas. Au lieu de cela, la poussière avait juste l'air plus opaque parce que le soleil était si près de l'horizon que sa lumière traversait 2 fois la poussière pour éclairer la surface. Mon équipe a ensuite estimé, après de nombreuses années de recherche, que bien plus d'1 tonne de régolithe a été soufflée pour chaque alunissage. Ces poussières étaient soufflées à 400 mètres secondes jusqu'à 3 km secondes. Les particules les plus grosses sont allées plus lentement, la poussière fine a volé plus vite et plus loin dans le vide lunaire. Les spécialistes de la Lune pourraient reconnaître la signification de ce dernier chiffre, 3 km par seconde. C'est en effet plus élevé que la vitesse de libération lunaire. Cela signifie qu'un anneau de poussière peut avoir été soufflé complètement sur la Lune en orbite solaire à chaque alunissage. Plus important encore, il n'y a pas de distance de sécurité sur la Lune. Ce que je veux dire, c'est que pour chaque distance à partir d'un site d'alunissage d'un LEM, il y avait des particules de poussière qui étaient soufflées à cette distance. Au bout d'une certaine distance, la quantité de poussière est devenue extrêmement minuscule, mais même sur la face cachée de la Lune, vous pourriez être frappé par une certaine poussière éjectée. La mission d'Alan Bean nous a donné une chance absolument unique de mesurer vraiment cette poussière de soufflage. Après l'alunissage, Pete et Alan se sont approchés de surveilleurs et ils ont coupé des morceaux qui avaient été soumis au souffle intense de leur alunissage à seulement 183 mètres de distance. Tandis qu'Alan fait un tour du cratère Surveyor et approche la sonde, il dit à Houston « Je pensais que vous aviez dit que ce vaisseau spatial était censé être blanc. » Le contrôle de mission a demandé « Pourquoi ? De quelle couleur est-il » Alan répondit « C'est marron. » Cela a déclenché beaucoup de discussions ici sur Terre. Qu'est-ce que l'environnement lunaire peut bien faire à ce vaisseau spatial pour le changer de blanc à brun ? La théorie principale était que le rayonnement du soleil a changé la chimie de la peinture. Cette théorie a tenu pendant 40 ans. Vers 2008, j'ai voyagé à Houston et j'ai officiellement vérifié toutes les pièces peintes en blanc qui avaient été coupées de la sonde et ramenées sur Terre par Apollo 12. J'ai dû les garder dans un coffre-fort spécial avec beaucoup de sécurité car ce sont des trésors nationaux vraiment inestimables. Nous avons analysé ces pièces en utilisant de nombreuses méthodes modernes qui n'étaient pas disponibles 40 ans plus tôt, juste après le programme Apollo, lorsque les chercheurs précédents avaient essayé de les étudier. Nous avons utilisé des microscopes électroniques à balayage, des scanners laser, une spectroscopie de photoionisation à rayons X et de la spectroscopie de dispersion électronique. Nous avons découvert que la surface de la peinture a été pénétrée par des particules de sol lunaire de 100 microns, voyageant à environ 400 mètres par seconde. Chacun a fait un trou d'épingle dans la peinture et nous avons pu voir la particule de sol se trouvant dans le fond de chaque petit trou. Vous pouvez voir un trou de boulon où une rondelle couvre et protège la peinture de sorte qu'elle est encore blanche. Le plus drôle, c'est que le boulon a maintenant disparu, mais son ombre est toujours là. Est-ce une ombre fantôme ? Pas pour autant. C'est une ombre formée par le jet intense de poussière quand Alan et Pete ont atterri à 183 mètres de distance. Tout ce qui a été touché par les poussières a vu ses couleurs devenir plus claires.
Tout ce qui était à l'abri des projections est donc resté plus sombre. C'est la couleur marron d'ailleurs qu'Alan a dit qu'il avait vu sur la Lune. Les chercheurs précédents ont triangulé ces ombres et prouvé qu'ils pointent vers le lemme de Conrad et Bean. Ce que mon équipe a fait en 2010, c'est de prouver que la couleur brune n'était pas vraiment le résultat du rayonnement que les chercheurs antérieurs croyaient. Au lieu de cela, nous avons prouvé que les ombres sont réellement faites à partir de la poussière lunaire. Toute la couleur brune est donc la poussière lunaire qui était déjà là sur Surveyor 3 avant que Apollo 12 arrive. Le souffle de poussière lors de l'alunissage a effectivement enlevé plus de poussière qu'il n'en a ajouté sur la sonde. Cette découverte était choquante. Nous avons analysé la chimie de cette poussière et nous avons découvert qu'il y avait des minéraux différents sur les côtés est et ouest de Surveyor 3. Nous avons parcouru les registres historiques de la mission pour de plus amples indices. Nous avons au final réalisé que nous avions besoin de parler à Alan Bean lui-même pour comprendre exactement ce qu'il a vu tandis qu'il marchait vers Surveyor 3 sur la Lune et s'écria à Houston à propos de la couleur brune. Alan était extrêmement gentil, il avait un grand sens de l'humour et semblait vraiment aimer parler de ses observations sur la Lune. Bien sûr, ses souvenirs de certains détails avaient disparu, mais il avait été en mesure de confirmer les principales choses sur ce qu'il a vu et dont nous avions besoin d'une confirmation de sa part. Nous avons parlé pendant environ 1 heure, et après avoir terminé la discussion technique, il a voulu nous parler de son art. Il nous a dit qu'il avait mis en place un diorama à petite échelle du site d'atterrissage d'Apollo 12 dans sa maison, remplissant une pièce entière. Il se soucie de la précision dans ses peintures de sorte qu'il prend des mesures précises du diorama pour s'assurer que toutes les vues avaient la bonne perspective. Il nous a parlé de l'utilisation des couleurs dans ses peintures. Il a dit que la plupart des gens ne voient que du gris sur la Lune, mais lui, il a vu plein de couleurs. Ces tableaux montrent toutes les couleurs dans le sol lunaire. Il trouvait intéressant d'être celui qui a rapporté la couleur marron. Il nous a aussi parlé de la texture de ces tableaux. Il utilisait des bottes et des outils des missions Apollo comme ceux qu'il a utilisés sur la Lune pour faire ressortir la texture de surface dans la peinture. Il a continué à parler de son art avec passion pendant environ 10 minutes. Puis il a fini par dire ceci, ce que j'oublierai jamais. Il m'a dit qu'il n'est plus un ingénieur, mais un artiste, et qu'il prend son art vraiment au sérieux. Il a dit qu'il avait toutes ses peintures dans sa tête et qu'il avait besoin de les mettre sur des toiles avant de mourir. Il s'était consacré à raconter l'histoire du programme Apollo avant qu'il ne soit trop tard. Il savait qu'il lui restait peu de temps dans ce monde, et le monde avait besoin de voir les missions Apollo à travers les yeux d'un artiste. Je ne peux pas me permettre de traîner de nouveau dans l'ingénierie. Je dois me concentrer sur l'art. Alors ne m'appelez plus jamais. Honnêtement, il m'a fait mal quand il a dit ça. Avais-je fait une erreur en le contactant? Avais-je volé l'art irremplaçable du monde en prenant 1 heure de son temps? Le ton de la conversation jusque-là me disait qu'il voulait parler avec nous. Mais juste une fois, et plus jamais. Ce que j'aime au sujet d'Alan Bean est d'abord qu'il s'est posé dans une poussière si opaque que ni lui, ni son commandant ne pouvaient savoir s'il survivrait à l'événement. Mais avec une voix pleine d'enthousiasme et sans un seul soupçon de peur, il a dit à Pete d'y aller. Le monde avait besoin qu'il réussisse. 80 feet, coming down at 4, you're looking good. 70 feet, looking real good. 63 feet, 60 feet, coming down at 3. 50 feet, coming down. Watch for the dust. Now, 46. Low level. 42 feet, coming down at 3. Coming down at 2, okay. Start the clock. 42 feet, coming down at 2. 40, coming down at 2. Looking good, watch the dust. 31, 32, 30 feet. Coming down at 2 feet. You got plenty of gas, dude. Hang in there. 30 seconds. 18 feet, coming down at 2. He's got it made. Come on in there. 24 feet. Contact light. Roger, copy contact. Draw it. Throw. Yeah, throw. Okay. Take the arm off. Okay. I'll cycle these valves. You got your spin engine command override off. Yep. Okie dokie. I'll cycle the main shutoff valve. Okay. Bus feed closed. You get both regs closed, Dave. The regs are closed. Good landing. Pete, outstanding, man. After arm on. Beautiful. He's got set. Fire.